L'Algérie a condamné un journaliste islamologue à 3 ans de prison pour ses positions critiques sur l'islam. Alors, suite à cela, plusieurs experts de l'ONU se sont émus d'une décision portant atteinte à la liberté d'expression et ont adressé une lettre officielle au gouvernement algérien pour qu'il s'explique d'avoir condamné ce journaliste. Et le gouvernement algérien a répondu officiellement et s'est fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier la condamnation de ce journaliste. Nous allons vous expliquer tout cela en détail ce soir avec Grégoire Pupin, directeur de l'ECLJ. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir Grégoire. Alors, procédons dans l'ordre. La première affaire, d'abord cet Algérien condamné, monsieur Saïd Djabelkheir. Qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait pour déclencher des poursuites pénales quand même contre lui ? Oui, alors donc c'est un chercheur, il se présente comme chercheur universitaire, journaliste, donc c'est un islamologue soufiste qui a simplement posté à 3 reprises des interrogations sur son compte Facebook sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux relatifs aux préceptes de l'islam, en particulier un message sur le fait que le rite de sacrifice des moutons est un rite islamique, en fait, un rite païen antérieur à Mahomet et qui a été conservé dans la religion musulmane. Ensuite, un autre message critique sur le port du voile, en disant que ce serait pas forcément nécessaire. Un autre message sur l'arche de Noé. Il a simplement poser une question en demandant est-ce que vous croyez vraiment que l'arche de Noé est un événement historique ou est-ce que c'est simplement vrai parce que c'est dans le Coran. Donc il a posé des questions assez simples en fait qui nous évidemment en Europe ne nous choquent pas du tout et on accepte aussi ce genre de questions pour d'autres religions. Les chrétiens se posent aussi la question pour l'arche de Noé ou pour d'autres récits de l'Ancien Testament, les Juifs aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est simplement une personne qui a osé faire un acte très simple sur les réseaux sociaux, posé, mais sans provocation en fait particulière. C'était pas agressif ni quoi que ce soit. C'est une personne qui s'interroge et qui met en cause ou met en doute certains préceptes ou certaines croyances musulmanes, sans par ailleurs être, on va dire, agressif en général envers l'islam. Hein. C'est simplement des points un petit peu de détail, mais qui sont toutefois importants, comme la question du voile islamique et aussi du mariage d'ailleurs prépubère. Ça veut dire qu'il a aussi mis en cause, questionné le caractère vraiment authentiquement islamique de l'obligation ou du droit plutôt, mais il était un peu imprécis sur ce point-là, d'épouser des jeunes filles mineures prépubères. Et donc là, ces propos ont choqué des personnes qui ont porté plainte. Donc il y a eu. Oui, ils ont choqué en fait pas grand monde. En tout cas, il y a quelqu'un qui a porté plainte. Voilà, il y a une seule personne parce que je crois que vraiment les réseaux sociaux, moi je vois ça aussi au Maghreb, en Algérie, il y a quand même beaucoup de pratiques des réseaux sociaux. Moi, moi-même, je connais un site chrétien en arabe qui est diffusé en Algérie. Il y a beaucoup d'échanges. Donc, mais ces propos ont choqué au moins une personne qui a porté plainte et qui a rassemblé autour d'elle un groupe d'avocats, je pense islamiques, qui tous ensemble ont porté plainte au pénal contre ce monsieur pour ses propos sur le fondement du droit pénal algérien, qui, à l'instar de ce qui existe dans pas mal de pays, dans la plupart des pays musulmans, prévoit une peine pénale en cas de blasphème ou en cas d'atteinte à la réputation, soit de la religion musulmane elle-même, soit de Mahomet. Et donc, au terme d'une procédure judiciaire interne, eh bien, cet islamologue a été condamné donc à 3 ans de prison. Et puis à une peine d'amende complémentaire. Voilà, donc ça c'est vraiment les faits qui se sont déroulés. En plus, il faut savoir que évidemment, il a été exposé à la vindicte populaire. Il a fait l'objet de menaces de mort, comme cela est malheureusement assez fréquent. Donc ce monsieur qui a simplement posté 3 messages sur Facebook a maintenant sa vie complètement bouleversée, menacée. Et donc voilà, on en est là. Il y a eu un développement ensuite aux Nations Unies. Ah justement, donc voilà. Cette condamnation de 3 ans de prison pour cet islamologue a fait réagir donc 2 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, oui. Le rapporteur spécial sur la religion et celui sur la liberté d'expression, qui ont donc envoyé une lettre au gouvernement algérien pour lui dire
c'est peut-être contraire aux conventions internationales. C'est ça, très clairement. En fait, il existe différents mécanismes internationaux, et le CLJ en a parlé très récemment, de ces fameux experts de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme. Et bien parmi ces experts, il y en a deux, donc Monsieur Chaïd en charge de la liberté religieuse, et un autre expert en charge de la liberté d'expression. Et donc il est possible de saisir ces représentants, ces rapporteurs spéciaux des Nations Unies de situations nationales. Et c'est le cas donc pour l'Algérie. Donc les avocats, je pense, de l'islamologue Monsieur Jabel Kir ont saisi ces rapporteurs, ont mis en œuvre ces procédures, et ces deux rapporteurs, ce qui est quand même pas systématique, ont jugé utile, opportun d'agir. Et donc ils ont écrit d'abord à l'ambassadeur d'Algérie auprès des Nations Unies pour demander précisément des éclaircissements sur la situation, et aussi pour finalement tout simplement initier un processus diplomatique pour mettre en cause ces décisions, rappelant au gouvernement algérien ses obligations en termes de droit international, et rappelant en particulier que la liberté de conscience et de religion ne garantit pas, ne protège pas contre les atteintes et les critiques. Que les critiques font partie de la liberté aussi d'expression, mais même aussi de religion, parce qu'il est nécessaire pour toute personne de pouvoir exercer un jugement critique, y compris sur sa religion et les religions des autres. Donc c'est un droit qui est garanti traditionnellement en droit international. C'est très important parce que à l'ONU, il faut savoir qu'il y a eu des débats très importants pendant les 20 dernières années sur cette question du blasphème. Les pays musulmans ont voulu instaurer en droit international une forme de délit de blasphème, de diffamation des religions. Ça a vraiment fait l'objet de débats très durs, d'opposition entre les pays, on va dire, libéraux, démocratiques, occidentaux, et les pays islamiques. Et donc on est toujours dans cette problématique. Et alors donc ces rapporteurs, heureusement, ont maintenu la ligne de la liberté d'expression et du droit de critiquer les religions de façon rationnelle, d'autant plus que là, cet islamologue algérien n'était pas du tout haineux. Il n'y avait pas d'incitation à la violence ni à la haine, il a simplement posé des questions, ce qui est parfaitement légitime, en tout cas ce qui devrait l'être. Et donc ensuite, effectivement, le gouvernement algérien a à son tour répondu. Et c'est là où il y a toute la surprise. Voilà. C'est que le gouvernement, le gouvernement algérien admet avoir condamné sur le fondement de son droit pénal cette personne, et il dit que c'est justifié, parce que la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit dans l'arrêt ES contre Autriche, donc une affaire de 2018 que je pense que vous pourriez tout à fait rappeler pour... Bien sûr, alors effectivement, donc c'est là où on voit les conséquences de ce jugement de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire ES contre Autriche de 2018. C'est une décision, un jugement très très important de la Cour qu'on a beaucoup combattu. D'abord, le CLJ est intervenu dans l'affaire au soutien de la requérante, au soutien de la liberté d'expression, du droit de critiquer l'islam. Et malheureusement, la Cour à l'époque a jugé qu'on pouvait condamner une conférencière autrichienne du fait d'avoir, dans cette conférence quasiment privée, évoqué le fait que Mahomet se soit marié et eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 9 ans, et avoir évoqué cela sous l'appellation de pédophilie. Eh bien, cette conférencière autrichienne a été condamnée en Autriche sur le fondement des lois anti-blasphème qui existent encore en Autriche, pour avoir dit cela, alors même qu'il y avait aucune victime, personne dans la salle ne s'est senti offensé, simplement il y avait des journalistes engagés à gauche qui ont trouvé judicieux de porter plainte contre cette dame qui a été condamnée en Autriche. Elle a saisi ensuite la Cour européenne. Le CLJ est intervenu parce que nous, depuis de nombreuses années, nous travaillons sur cette question de liberté d'expression. Et vraiment, pour vous dire, j'étais vraiment convaincu qu'elle gagnerait. Pour moi, c'était une affaire gagnée d'avance. Il est évident qu'on peut pas condamner quelqu'un en Europe parce que il met en cause Mahomet ou n'importe qui sur un fait réel et historique. Sur un fait réel et historique. Et cette dame faisait aussi une question rhétorique, c'est-à-dire qu'elle n'affirmait pas non plus. Non, elle n'affirmait pas, parce que évidemment il y a un anachronisme à utiliser un terme du 20e siècle pour un fait ancien, mais non, c'était effectivement rhétorique, mais c'était effectivement pour montrer qu'il y a un problème toujours actuel d'ailleurs de mariage avec des filles
des fillettes mineures, parfois jusqu'à 9 ans, dans la culture et dans certaines sociétés musulmanes. Et donc elle voulait soulever ce fait qui est un problème réel et en discuter dans une réunion d'information, et elle a été condamnée. Et le CLJ est intervenu devant la CEDH pour la défendre, mais la CEDH a justifié cette condamnation, estimant que le respect ou la protection de la paix sociale face au risque justement d'embrasement religieux justifiait une restriction à la liberté religieuse, à la liberté d'expression, de cette conférencière. Et là, c'est très grave parce que la Cour européenne vraiment a reculé fortement à l'égard en matière de liberté de critique des religions. Cette affaire ES est venue peu après une autre affaire importante, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la question de la compatibilité de la charia en Europe. Oui. L'affaire Molla Salih contre Grèce. Et donc il y a eu concomitamment 2 affaires qui sont troublantes qui marquent une inflexion de la position de la Cour européenne à l'égard de l'islam, dans un sens, on va dire, beaucoup plus prudent, mais en fait... Elle parle de paix sociale, si je ne me trompe pas. Oui. On peut porter atteinte à la liberté d'expression d'une personne pour préserver la paix sociale. Oui, ça veut dire qu'en fait... C'est un peu ce qu'elle avait dit. C'est ce qu'elle avait dit. C'est-à-dire qu'en fait, si les personnes, en l'occurrence les musulmans, risquent de s'enflammer, de manifester, de provoquer des tensions, comme on le voit bien avec l'affaire des caricatures, eh bien dans ce cas-là, il est justifié de restreindre la liberté d'expression de ceux qui pourtant disent la vérité. Donc on voit bien qu'avec cela, c'est finalement la menace causée par les personnes qui se prétendent offensées qui justifie de restreindre la liberté d'expression de ceux qui disent la vérité. Donc c'est pas acceptable. Mais la Cour de Strasbourg l'a accepté et le gouvernement algérien maintenant l'utilise, et dans sa réponse aux experts des Nations Unies, eh bien le gouvernement dit oui certes, vous dites cela sur la base du droit des Nations Unies, mais nous, regardez, nous nous basons sur les développements les plus récents, et donc ça veut dire les meilleurs, du droit des droits de l'homme. Alors regardez, la Cour européenne des droits de l'homme, exactement, nous donne raison, parce que finalement, nous faisons que ce qu'elle a fait. Nous avons pris cette mesure de condamnation de cet islamologue pour préserver la paix sociale. Voilà. Et donc, effectivement, on voit le piège qui se referme. Nous l'avions expliqué vraiment à la Cour, par nos observations, mais aussi par voie de presse. De nombreuses personnalités avaient soutenu la demande de renvoi dans la Grande Chambre, notamment des philosophes, des islamologues, des personnes du Maghreb, vraiment des personnes qui connaissent bien le sujet et qui ont un grand poids intellectuel. Et bien malgré cela, la Cour européenne a décidé de maintenir sa jurisprudence dans l'affaire ES, et plus grave encore, elle en a fait une affaire qu'elle qualifie de phare. Ça veut dire une affaire de référence pour l'ensemble de sa jurisprudence future. Et donc là, il y a un changement. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que cette inflexion qui a eu lieu avec l'affaire ES et avec l'affaire Molla Salih contre Grèce, elle est très significative. Je pense qu'on peut aussi la mettre en relation avec la récente campagne mise en œuvre au sein du Conseil de l'Europe en faveur du voile islamique. Oui. Il y a une volonté de changer l'approche à l'égard de l'islam. À titre de confidence, il y a quelques années, peu de temps en fait avant l'arrêt Molla Salih peut-être, là j'avais discuté avec des personnes de la Cour européenne, leur demandant est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui la Cour pourrait encore prendre une position disant que l'islam est la charia est en soi incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, comme la Cour l'avait fait jusqu'alors. Eh bien, ces personnes de la Cour européenne m'ont dit non. Aujourd'hui, on n'est plus capable politiquement, on n'a plus la pensée à évoluer, et aujourd'hui on ne dirait plus que la charia est incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et effectivement, quelques mois plus tard, la Cour a rendu l'arrêt Molla Salih qui disait que la charia est compatible. Et ensuite, il y a eu l'affaire ES contre Autriche
sur cette même thématique. Je voulais juste donner une précision sur ce que vous venez de dire sur la campagne donc du Conseil de l'Europe qui a en fait posté des messages et des affiches sur les réseaux sociaux en montrant des femmes moitié voilées, moitié pas voilées et en faisant du port du voile une liberté, en fait un symbole de liberté. C'était la campagne. Dernière question en quelques secondes simplement. Qu'est-ce que vous pensez que les rapporteurs spéciaux vont pouvoir répondre finalement au gouvernement algérien? Ça va être difficile, ça va s'arrêter là en fait, ou il y aurait une réponse à donner? Alors ça va être difficile pour eux, effectivement, d'imposer une réponse ferme sur ce sujet, parce qu'il y a une divergence entre l'interprétation maintenant faite à Genève par les Nations Unies et celle qui est faite à Strasbourg par la Cour européenne des droits de l'homme. Et il est évident que l'Algérie va exploiter cette divergence. Je tiens encore à rappeler que lorsque l'affaire ES a été adoptée par la CEDH, eh bien, les autorités islamiques dans le monde ont soutenu cette décision, s'en sont réjouis. C'était l'université du Caire, c'était le gouvernement du Pakistan et d'autres autorités islamiques qui ont félicité la Cour pour cette décision. Et on voit maintenant les conséquences de cette décision. Merci beaucoup Grégoire Pupin pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Droit en débat. Très bonne soirée.